Il y a, dans les premières images de Paris, Texas, quelque chose d'irréel, comme si la caméra de Wim Wenders avait surpris un homme revenu d'une autre dimension, ou d'un lieu que seule la douleur connaît. Un désert immense, silencieux, strié de roches, qui ressemble à des cicatrices ouvertes. Et dans cet espace minéral, un homme marche, minuscule, famélique, absorbé par un but qu'il semble avoir oublié lui-même. Sa casquette rouge, son costume poussiéreux, sa démarche incertaine. Tout chez lui évoque une figure échappée d'un tableau d'Edward Hopper, transposée soudain hors du rectangle peint pour avancer dans l'immensité d'un paysage trop grand pour lui. Car chez Hopper, comme chez Wenders, les êtres ne sont jamais tout à fait là où ils se trouvent. Ils semblent toujours légèrement à côté d'eux-mêmes, installés dans une forme d'exil immobile, en attente d'un événement qui les réanimerait ou au moins leur rendrait leur contour. Travis, lui, n'est plus un contour, il est une silhouette, un souffle, un revenant. Son mutisme n'est pas celui de la folie, mais celui d'un homme qui a traversé un gouffre intérieur si large qu'il n'a pas encore retrouvé la voie pour en parler. Cet homme, retrouvé au bord d'un effondrement physique, va devoir revenir parmi les vivants. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que le monde, obstinément, le rappelle. Son frère descend le chercher comme on descend chercher une âme échouée. Son fils, un enfant qu'il a laissé derrière lui comme on laisse une version de soi trop fragile pour survivre, attend quelque part, sans savoir s'il doit se souvenir ou oublier. Paris, Texas est un road movie, oui, mais pas au sens où l'on voyage pour découvrir. Ici, on voyage pour réparer, pour revenir au point exact où tout s'est brisé, pour approcher une vérité que l'on avait enfouie sous des kilomètres de silence. Le mouvement n'est pas extérieur, il est intérieur. La route ne traverse pas le Texas, elle traverse l'homme. Wenders filme ce retour comme une liturgie lente, une remontée à la surface d'un visage, puis d'un nom, puis d'une histoire. L'Amérique qu'il parcourt n'est pas celle des néons ou des réussites. C'est une Amérique trouée, fatiguée, mélancolique, où les motels ressemblent à des chapelles de plastique, et où les routes infinies ouvrent moins vers des possibles que vers des regrets. Les paysages, saturés de lumière rasante, sont comme des témoins muets. Ils regardent Travis se recomposer morceau par morceau. Et au cœur de cette recomposition, il y a un enfant. L'enfant n'est pas un motif sentimental. Il est le miroir que Travis n'osait plus affronter. Quand le père revient, ce n'est pas le père qui cherche l'enfant, mais l'homme qui cherche une seconde chance dans les yeux de quelqu'un qui ne l'a pas encore condamné. Wenders filme cette rencontre avec une pudeur rare, deux solitudes qui, pour la première fois, s'ajustent. Doucement, comme si la tendresse devait d'abord apprendre à marcher. Mais au bout de la route, il y a aussi une femme enfermée dans une cabine de verre, filmée comme Edward Hopper peignait les nocturnes, avec une lumière douce mais impitoyable, une solitude trop grande pour un seul corps, une femme qui a aimé jusqu'à la blessure, une femme qui attend sans attendre, qui espère sans espérer. Et lorsque Travis, derrière la vitre sans teint, racontera enfin leur histoire, cette histoire d'amour qui a viré au drame, parce que l'amour, parfois,
se déploie plus vite que ceux qui le portent. Le film basculera dans une vérité presque insoutenable, celle de deux êtres qui se sont détruits non par méchanceté, mais par incapacité à se sauver eux-mêmes. Paris, Texas n'est pas un film sur la réconciliation. Ce n'est pas un film sur le pardon. C'est un film sur ce moment fragile où un être accepte de ne plus fuir. Un film sur la manière dont l'homme peut parfois revenir vers ceux qu'il a blessés, non pour réparer, mais pour dire « je sais maintenant ce que j'ai fait ». Et parfois, cette parole suffit. Pas pour résoudre, mais pour relâcher. Dans cette émission, nous traverserons le désert intérieur de Travis. Nous suivrons la lente reconstruction du lien paternel. Puis nous entrerons dans la chambre de verre, où l'amour se raconte une dernière fois. Nous verrons comment Wenders filme les routes américaines comme des lignes de mémoire. Comment il emprunte à Hopper cette frontalité mélancolique. Et comment son cinéma parle autant du silence que ce que les hommes se disent enfin. Paris, Texas est une traversée, une odyssée intime, un retour vers un amour trop lourd, trop vrai, et une voie retrouvée au milieu du désert. Quand on rencontre Travis pour la première fois, il a déjà disparu. Le film ne raconte pas sa chute, il nous le donne après la chute, comme un reste d'homme qui continue à avancer par pure inertie, porté par une idée confuse qui le dépasse. Il marche dans le désert comme on marche à l'intérieur d'un trou de mémoire. Il sait qu'il doit aller quelque part, mais il a effacé le chemin, les raisons, presque jusqu'à son propre nom. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de dialogue. Travis ne parle pas, ne se défend pas, ne s'explique pas. Il ne joue pas au fou, il ne joue pas au mystère. Il est vide. Son mutisme n'est pas une pose ni une stratégie, c'est un état. Comme si les mots avaient été brûlés à l'intérieur et que ne restait que le mouvement mécanique des jambes et la sécheresse de la gorge. On pourrait dire que Travis incarne une forme d'exil intérieur, ce moment où l'être humain, trop blessé par ce qu'il a vécu, se retire de lui-même. Chez Heidegger, l'être au monde, c'est cette manière d'être engagé, immergé, pris dans le réseau des liens, des tâches, des projets humains. Travis, lui, est comme suspendu hors de ce réseau. Il ne travaille plus, n'aime plus, ne parle plus, ne projette plus rien. Il est, au sens strict, démissionnaire de sa propre existence. Le désert qui l'entoure n'est pas seulement un paysage spectaculaire. Il est la traduction visuelle de cet état intérieur. On pourrait presque y lire Kierkegaard quand il parle de l'angoisse comme un vertige devant l'absolu de la liberté. Sauf qu'ici, la liberté n'est plus une promesse, mais un reste inutile. Travis a connu l'angoisse. Il a connu la jalousie, la peur, la rage, et il en est sorti par le bas, par cette issue étrange qu'est la disparition volontaire. Il a quitté femme, enfant, ville, et s'est abandonné à la seule chose qui ne le jugeait pas, l'espace nu. Quand son frère vient le chercher, la violence du retour est presque palpable. On introduit soudain autour de ce corps silencieux toutes les choses qu'il avait rejetées. L'avion, la banquette, le costume propre, la parole qu'on lui adresse. On lui redonne un prénom, puis un passé, puis un fils. Chaque étape est une forme de violence douce. À chaque fois qu'on prononce Travis, on lui rappelle qu'il a existé ailleurs que dans la marche. À chaque fois qu'on lui dit « tu es mon frère »,
On réinscrit son corps dans une histoire familiale dont il s'était arraché. Wenders filme ce retour sans effet, sans éclat. Pas de grandes scènes de retrouvailles, pas de musique emphatique, juste des regards embarrassés, des silences et des maladresses. C'est là que le film est profondément humain. Il ne croit pas au choc de la révélation. Il croit à la lente remontée, à ce temps long où l'on réapprend son propre visage. Cette lenteur est essentielle. Elle permet de comprendre que Travis n'est pas simplement un homme coupable qui revient demander pardon. Il est un homme qui ne sait même plus comment être quelqu'un. Il est, pour reprendre une expression de Lévinas, un visage qui a perdu son adresse. Pour qui sourire? Pour qui parler? Pour qui se tenir droit? Tant qu'il était seul, ces questions ne se posaient plus. Dès qu'il revient parmi les autres, chaque geste redevient à la fois possible et insupportable. Dans cette première partie du film, le monde autour de Travis ressemble à du Hopper déplacé dans le mouvement. Des stations-service perdues, des motels aux néons fatigués, des salles à manger un peu trop éclairées où les corps semblent toujours trop à l'étroit ou trop isolés. Chez Hopper, les personnages sont pris dans un cadre qui les enferme. Chez Wenders, ils ont la route. Mais cette route n'ouvre pas tant des possibles qu'elle n'étire la solitude. Travis, lui, flotte entre ces lieux. Il se tait, observe, accepte docilement qu'on s'occupe de lui. On pourrait croire à une enfance retournée, à un état de dépendance presque infantile. Mais il y a dans ses yeux autre chose, une sorte de détermination muette, comme s'il avançait déjà vers un but que lui seul connaît confusément. Il ne sait pas encore comment s'y prendre. Il ne sait pas qu'il en aura la force. Mais il sait quelque part qu'il doit revenir au point d'origine de la blessure. La philosophie de cet exil intérieur, c'est peut-être cela. Choisir de disparaître pour ne plus détruire. Quand l'amour devient trop dangereux, certains fuient. D'autres restent et explosent. D'autres encore se mutilent. Travis a choisi une quatrième voie, s'arracher du jeu. Mais la question que pose le film, c'est peut-on réellement démissionner de sa propre histoire? Peut-on vraiment abandonner un enfant, une femme, un passé, sans que le passé ne revienne un jour présenter la facture? C'est précisément ce moment que filme Wenders. Le temps où l'exil ne tient plus, où le monde rattrape celui qui s'était absenté, où le désert intérieur doit consentir à se peupler de nouveau. Et, fait intéressant, ce monde ne revient pas par une grande figure abstraite, la loi, la morale, la société, mais par la forme la plus simple et la plus vulnérable qui soit, un petit garçon. C'est à partir de lui, de cet enfant qui n'a rien demandé, que l'exil de Travis va devenir insoutenable. Tant qu'il n'était responsable de personne, la disparition pouvait se jouer comme une fuite. Dès lors qu'un fils existe, avec ses questions, sa mémoire floue, ses besoins, l'exil se transforme peu à peu en lâcheté, en faute, en geste qu'il faudra un jour assumer. Le premier chapitre de Paris, Texas raconte donc un paradoxe très contemporain. Dans un monde où l'on peut disparaître, traverser des frontières, effacer ses traces, il existe encore des liens qui persistent, des liens qui nous attendent, des liens qui nous ramènent. Travis peut traverser les déserts, les états, les années. Et il n'échappera pas à l'idée qu'un enfant quelque part porte son nom. Quand Travis retrouve son fils Hunter, le film change de rythme. On passe de la traversée solitaire au bégaiement d'un lien qui cherche sa forme. Hunter n'est pas présenté comme une victime pure, ni comme un enfant traumatisé figé dans sa blessure. Il a une vie, une routine, des parents de substitution aimants, une maison, une école, une chambre remplie d'objets
et de petites habitudes qui dessinent déjà quelque chose de lui. Et c'est précisément cela qui rend la situation si délicate. Pour revenir dans la vie de son fils, Travis ne peut pas simplement dire « je suis ton père » et demander à ce que le reste se plie. Il doit s'insérer dans une existence qui a déjà continué sans lui. Là où beaucoup de récits de retrouvailles imaginent un enfant en manque absolu, Paris, Texas montre un enfant qui a appris à vivre avec l'absence, et pour qui le retour du père est à la fois désiré et profondément déstabilisant. Les premières interactions entre eux sont d'une pudeur magnifique. Travis ne sait pas comment parler à un enfant, et Hunter ne sait pas comment parler à un homme qui est à la fois un étranger et un morceau de lui-même. Alors, il passe par autre chose. Le jeu, les petits gestes, les déplacements. Ils marchent côte à côte, ils observent les avions, ils se regardent en cachette. Wenders filme beaucoup de profils, de silhouettes, de reflets, comme si la relation ne pouvait pas d'emblée supporter la frontalité. Il y a une scène très simple, mais philosophiquement très riche, celle où le père et le fils marchent chacun sur un trottoir différent, séparés par une route, en avançant dans la même direction. Au début, ils sont distants, comme en parallèle. Petit à petit, par un jeu de traversée, ils finissent par se rejoindre. C'est un geste de mise en scène qui pourrait paraître évident, presque appuyé. Mais dans le contexte du film, il devient une petite parabole. Aimer un enfant, ce n'est pas lui imposer notre trottoir, mais accepter de traverser, de changer de côté et de se mettre à sa hauteur. On pense ici à Winnicott et à cette notion d'espace transitionnel, cet entre-deux qui se crée entre le parent et l'enfant, ni tout à fait en soi, ni tout à fait en l'autre, mais dans une zone de jeu où chacun peut se risquer sans s'être englouti. Travis, au fond, est en train de construire un espace transitionnel avec son fils. Un territoire commun où ils peuvent se rencontrer sans que l'un prenne toute la place. La voiture, la chambre d'hôtel, la route deviennent ces lieux intermédiaires. La question morale qui se pose est donc qu'est-ce qu'être père quand on a d'abord été absent ? Est-ce qu'on a encore le droit de réclamer quoi que ce soit ? Est-ce qu'on peut demander à l'enfant de suivre, de partir, de recommencer ailleurs ? Le film ne répond pas en théorie, il répond par le comportement de Travis. Il ne revendique rien, il ne se met pas en scène comme une victime, il ne se justifie presque jamais. Il avance, doucement, une proposition. Et si nous partions ensemble chercher ta mère ? Ce « et si » est une proposition de récit. Paul Ricoeur disait que nous avons besoin de raconter nos vies pour leur donner une forme, une cohérence, pour articuler ce qui s'est passé. Ici, Travis propose à son fils un récit commun à venir. Non pas « je t'explique le passé », mais plutôt « viens, on marche vers quelque chose ensemble ». C'est une autre manière de faire famille, non plus en se repliant autour du manque, mais en se lançant dans une quête. Hunter accepte, non par devoir, mais parce qu'il y a chez lui un désir puissant de reconstituer le puzzle. Il sent instinctivement que sa propre identité se joue dans cette recherche. Qui est-il, lui, cet enfant né d'un couple qui s'est détruit ? Comment se penser quand ceux dont on est issu ont explosé ? La quête de la mère, c'est aussi une quête de soi pour l'enfant. Le film montre alors une forme de paternité extrêmement humble. Travis ne sait pas toujours quoi faire. Il se trompe. Il se tait quand il faudrait parler. Il parle quand le silence aurait suffi. Mais il est là. Présent, fragile, faillible. Mais il est bien là. Il ne s'oppose plus comme le centre, il devient l'accompagnant. Il marche devant parfois, puis à côté, puis presque derrière.
il apprend à s'effacer pour laisser l'enfant exister comme sujet. Dans cette dynamique, on peut voir une sorte de conversion éthique. L'homme qui, autrefois, écrasait tout sous sa jalousie, sa peur de perdre, ses excès, devient progressivement un homme qui choisit d'être là pour conduire son fils vers un endroit où lui-même ne restera pas. Hannah Arendt parlait de la natalité comme de la capacité, propre à chaque être humain, de commencer quelque chose de nouveau. Ici, la natalité n'est plus la naissance biologique de l'enfant, mais la naissance d'un geste, celui du père qui accepte de ne plus vouloir tout pour lui. Car Travis sait au fond qu'il ne pourra pas reconstruire la famille. Cette illusion-là, il l'a perdue. Ce qu'il peut en revanche, c'est offrir à son fils une chose que personne d'autre ne peut lui offrir. La possibilité de revoir sa mère, de la regarder, de lui parler, de sentir qu'elle existe vraiment et qu'elle n'est pas qu'un nom murmuré par les adultes. Lui, le père, devient le passeur. Ce renversement est philosophiquement fort. L'autorité paternelle n'est plus ce qui retient l'enfant, c'est ce qui le conduit vers un autre, vers celle qui a été absente. Aimer, ici, ce n'est pas retenir, c'est conduire. C'est accepter d'être celui qui fait le lien, au risque de se retrouver à la fin dehors. L'itinéraire du père et du fils prépare ainsi le dernier grand mouvement du film, la rencontre avec Jane. Tout ce temps passé sur la route, toutes ces scènes où l'on les voit se rapprocher, rire un peu, se taire ensemble, ne sont pas là pour effacer le passé, mais pour rendre possible une vérité. Que le père, un jour, puisse s'effacer pour laisser l'enfant et la mère se retrouver. Arrive alors la partie du film qui, pour beaucoup de spectateurs, reste gravée longtemps après le générique. La séquence du peep show, cette cabine étrange où Jane travaille, enfermée derrière une vitre sans teint, parlant à des hommes qu'elle ne voit pas, scénarisant des fantasmes qui ne lui appartiennent pas vraiment. La mise en scène est d'une simplicité glaçante. D'un côté, une femme dans une petite pièce colorée, décorée selon les codes d'une intimité factice. De l'autre, une cabine sombre, des écouteurs, une petite fenêtre. Entre les deux, une vitre qui permet au regard d'aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Jane se donne en spectacle à des hommes anonymes. Ces hommes la voient, et elle ne voit pas leur visage. Wenders transforme ce dispositif en théâtre philosophique. Ce n'est plus seulement un lieu de consommation sexuelle, c'est un espace où se rejoue la question du regard, de la parole, de la vérité. On pense à Sartre et à sa réflexion sur le regard qui transforme l'autre en objet. Ici, le dispositif semble précisément fait pour cette raison. Faire de la femme un objet de projection, un écran pour les désirs masculins. Mais Travis va détourner ce dispositif. Il vient d'abord sans se manifester, terrifié et fasciné à la fois. Il voit cette femme qu'il a aimée, au point de la détruire, cette femme qu'il a abandonnée, et la regarde comme s'il voyait un fantôme. Elle parle, joue son rôle, enchaîne les phrases écrites pour un client qu'elle ne voit pas. Et lui, derrière la vitre, reste silencieux. Puis, une autre fois, il prend la parole. Et au lieu de demander un scénario, il raconte une histoire. Il était une fois un homme et une femme. Il parle à la troisième personne, comme s'il racontait la vie de quelqu'un d'autre. C'est une stratégie de contournement, mais c'est aussi une manière d'accepter enfin de regarder la totalité de ce qui s'est passé. Il raconte leur rencontre, la passion, la jalousie, la pauvreté, la caravane, la grossesse, l'alcool et la spirale. Ce qui est bouleversant, c'est que Jane ne le reconnaît pas tout de suite. Elle écoute l'histoire comme on écoute un conte.
Puis, petit à petit, quelque chose se fissure. Elle comprend que ce récit, c'est le sien. Que la femme dont il parle, c'est elle. Que l'enfant abandonné, c'est le leur. Elle détourne le regard, pleure, mais continue d'écouter. On est alors dans un moment de pure vérité. Il n'y a plus de décor au sens symbolique, plus d'Amérique à parcourir, plus de néons, plus de routes, juste deux voix, deux corps séparés par une vitre, et une histoire qui, pour la première fois, est dite jusqu'au bout. L'homme qui avait fui est revenu non pas pour reprendre, mais pour dire « Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que nous avons vécu. Voilà où j'ai eu peur, où j'ai été lâche, où j'ai été violent. » Philosophiquement, cette parole a quelque chose de la confession au sens ancien, mais débarrassée de l'attente de pardon. Il ne demande rien en échange. Il ne réclame pas qu'on le réintègre. Il ne cherche pas à reconstruire la vie d'avant. Il veut simplement que la vérité existe, partagée, reconnue. Camus disait qu'il y a dans l'aveu une forme de révolte contre l'absurdité. On ne change pas les faits, mais on refuse qu'ils restent dans le non-dit. Le moment où Travis tourne enfin la chaise, où il se montre, est presque secondaire. Le vrai basculement a eu lieu avant, quand la parole a rejoint le visage de celle à qui elle s'adressait. Lévinas insistait sur la dimension éthique du visage de l'autre. Il nous demande silencieusement de répondre de nous-mêmes. Ici, le visage de Jane, même derrière la vitre, devient ce lieu où l'homme doit enfin rendre des comptes. Et c'est là que le film ose un geste que beaucoup de récits romantiques refusent. Il ne promet pas une réconciliation. Il n'offre pas de nouveau départ à deux. Travis comprend qu'il ne peut pas être celui qui revient, tout reprendre comme si de rien n'était. Son amour pour Jane est intact, mais précisément parce qu'il est intact, il accepte de se retirer. La décision finale, celle qui consiste à réunir la mère et l'enfant et à s'effacer lui-même, est une forme de sacrifice, mais pas dans le sens héroïque habituel. Ce n'est pas le sacrifice spectaculaire d'un sauveur, c'est le sacrifice silencieux de quelqu'un qui a enfin compris où était sa place. Il n'est plus celui qui détient, qui exige, qui enferme. Il devient celui qui ouvre la porte, qui accompagne jusqu'au seuil et qui repart ensuite, seul. On pourrait dire que Travis accomplit, à ce moment-là, une forme d'amour adulte. Un amour qui ne confond plus la possession et la présence, qui ne cherche plus à tout prix à être au centre, mais qui accepte que l'autre puisse vivre mieux sans nous. C'est une idée extrêmement difficile à admettre pour nos imaginaires romantiques, mais elle résonne avec une certaine tradition éthique. Aimer, parfois, c'est reconnaître qu'on a trop blessé pour rester. La chambre de verre, qui au début semblait être le lieu de l'aliénation de Jane, devient alors le théâtre d'une libération. Non pas parce qu'elle quitte son travail du jour au lendemain, dans un geste spectaculaire, mais parce que quelque chose en elle s'est remis en circulation. La possibilité de revoir son fils, la possibilité d'habiter son histoire autrement, la possibilité de cesser d'être seulement un corps exposé au regard anonyme. Paris, Texas ne conclut pas sur une unité retrouvée, mais sur des trajectoires qui se séparent après avoir été remises à plat. L'enfant retrouve sa mère, la mère retrouve son enfant, le père repart dans la nuit. Le désert, quelque part, l'attend encore. Mais ce n'est plus le même désert, ce n'est plus un refuge de fuite, c'est peut-être, enfin, un lieu de passage. À la fin de Paris, Texas, il ne reste ni grande musique victorieuse, ni promesse que tout ira mieux désormais. Il reste des routes, des lumières lointaines, une voiture qui s'éloigne.
il reste aussi un sentiment étrange, mélange de tristesse et de douceur, comme si quelque chose s'était enfin posé, non pas à l'endroit du bonheur, mais à l'endroit de la justesse. Le film ne raconte pas la rédemption au sens religieux du terme. Il ne transforme pas Travis en héros vertueux. Il ne gomme ni sa violence passée, ni sa fuite. Mais il montre un mouvement éthique, celui d'un homme qui accepte de regarder ses actes en face, qui cesse de se protéger derrière le silence, qui prend le risque de parler, et celui encore plus grand, de ne pas se garder la place centrale. Ce que Wenders filme, en dialogue constant avec cette mélancolie, c'est l'Amérique comme décor de nos errances intérieures. Les routes infinies ne garantissent aucun salut. Elles sont au mieux des espaces pour faire retour. Le désert n'est plus le lieu du fantasme de liberté, mais le miroir de nos manques. Les motels, les parkings, les vitrines deviennent des petites scènes de théâtre humain où chacun, parfois, se perd à force de vouloir tout tenir. Paris, Texas parle d'amour, mais pas de l'amour triomphant. Il parle de l'amour comme force ambivalente, capable de sauver et de détruire, de nourrir et d'étouffer. Il montre comment, sans travail sur soi, l'amour peut se transformer en jalousie, en contrôle, en violence, et comment, parfois trop tard, la conscience de ce dérapage pousse certains à disparaître plus tôt qu'à recommencer les mêmes gestes. Il parle aussi de la parentalité comme lieu de responsabilité radicale. On ne peut pas effacer le fait d'avoir été père. On ne peut pas annuler l'effet d'une absence. Mais on peut, parfois, revenir proposer quelque chose. Un récit, une rencontre, une mise en lien. Travis ne devient pas un bon père au sens classique, celui qui reste, qui protège, qui accompagne au quotidien. Il devient un père qui assume au moins une chose: avoir été, puis avoir failli, puis avoir tenté, et enfin, de ne plus mentir. Et puis, le film laisse une dernière idée en suspens. Nous sommes peut-être tous, à des degrés divers, des silhouettes qui traversent des paysages trop grands pour nous. Nous portons des histoires que nous n'arrivons pas toujours à dire. Nous fuyons, nous revenons, nous faisons du mal en croyant aimer bien. Paris, Texas nous rappelle que la sortie de ce cercle ne réside ni dans l'oubli, ni dans le fantasme d'un grand recommencement, mais dans un geste beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. Dire ce qui a été et accepter de laisser l'autre vivre avec cette vérité. Le désert, alors, change de sens. Il n'est plus seulement ce grand vide où l'on se perd. Il devient cet espace nu, où, débarrassé des illusions, on peut enfin, peut-être, commencer quelque chose de différent. Travis repart seul, mais il ne repart plus dans le même silence. Il a parlé, il a relié, il a laissé derrière lui un enfant qui n'est plus seulement un abandon, et une femme qui n'est plus seulement une blessure. Paris, Texas se termine sans point final, comme une phrase qui continuerait après le générique. Une phrase qui dirait doucement « On ne revient jamais complètement de ce qu'on a détruit. » Mais on peut choisir de ne plus fuir. Et parfois, ce choix-là suffit à redonner un peu de sens à ce que nous avons traversé.